Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des sommités de la presse nationale et internationale réunies ici à Bamako dans le cadre d'un séminaire international sur le rôle des médias dans la gestion des crises au Sahel. Oui, le Sahel, au centre de toutes les attentions. Le Sahel, un espace de plus de 3 millions de kilomètres carrés, pas moins de 100 millions d'habitants. Une région qui cristallise de très nombreuses crises et défis, insécurité, conflits, terrorisme, violence, autant de sujets qui placent la région au centre de l'attention médiatique internationale. Rôle des médias donc dans la gestion des crises au Sahel, un élément d'une série de séminaires organisés par l'école de maintien de la paix de Bamako qui s'est donné comme mission de catalyser les réflexions sur les problématiques liées à la paix et à la sécurité en Afrique et particulièrement dans l'espace sahélo-saharien. De médias de Sahel et de paix, nous parlons ce soir. Sidi Kaba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, chercheur associé et président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel, le CIRES. Bienvenue donc sur le plateau de l'invité de la semaine. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est un immense plaisir que d'être à vos côtés aujourd'hui pour commenter cette actualité du Sahel. Plaisir largement partagé. Vous séjournez donc à Bamako dans le cadre de cet atelier sur le rôle des médias dans la gestion des crises au Sahel. Le moins que l'on puisse dire, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, le Sahel est au centre de l'attention médiatique. Pourquoi le Sahel fait-il couler autant d'encre aujourd'hui? Oui, je pense que la crise de nature multidimensionnelle qui est presque devenue endémique aujourd'hui au Sahel a des implications qui font que les projecteurs sont allumés sur cette crise et à mon avis, compte tenu de changement d'agenda international, ce qui s'est passé en Ukraine en février 2024 et aujourd'hui à Gaza, a un peu déplacé les projecteurs sur qui couvraient le Sahel et à mon avis, il faut encore même porter davantage d'attention à la situation au Sahel parce que c'est une partie de la sécurité internationale qui se joue aujourd'hui au Sahel et on a tout à fait raison de s'y intéresser et il faut même s'y intéresser encore plus pour aider les pays du Sahel à trouver des solutions qui sont adaptées aux défis auxquels ils font face et parce que si les pays du Sahel réussissaient à relever le défi sécuritaire, ça leur permettrait de s'occuper aussi des enjeux du développement qui sont essentiels. Alors, et la presse qui se retrouve un peu au centre des enjeux, pourquoi est-ce que la presse se retrouve au centre des enjeux au Sahel aujourd'hui? Oui, c'est très important parce que la nature de la crise a fait que les médias sahéliens n'ont pas été préparés à ce type de couverture. Et ils se sont retrouvés, puisque dans les écoles de journalisme et même souvent dans la pratique, on n'apprend pas à couvrir une crise. On n'apprend pas à faire des reportages dans des contextes aussi dégradés, où la situation est aussi dégradée. Donc, il y a de l'apprentissage dans la démarche des médias du Sahel. Et qui dit apprentissage dit erreur aussi. Et il faut donc réfléchir à la pratique que les médias ont aujourd'hui pour voir les types d'erreurs qu'ils ont pu commettre et pour voir aussi comment peut se construire, c'est un fait nouveau, comment peut se construire un nouveau type de relation avec d'autres acteurs, notamment les forces de défense et de sécurité, avec lesquelles, en temps de paix, les médias n'ont pas appris à travailler. Mais nous sommes dans un contexte de guerre, et ce contexte de guerre doit amener donc à trouver des espaces de collaboration, en tout cas des espaces de co-activité entre les médias et les forces de défense et de sécurité. On parle de contexte de guerre, donc de contexte de guerre aussi médiatique. Dans ce contexte, la tentative de manipulation, elle est présente pour la presse. C'est ça aussi l'enjeu quelque part? Absolument, vous avez tout à fait raison de le souligner. Nous sommes dans un contexte de belligérance où nous avons aussi des acteurs non étatiques qui sont sans foi ni loi et qui n'hésitent pas à procéder à la manipulation à travers des diffusions de fausses images, à travers des fabrications. Et il y a le risque que si le journaliste n'est pas suffisamment préparé, qu'il soit abusé. Et ça, je pense, c'est pour ça qu'on n'est pas arrivé là, mais un des points focaux de ce séminaire a été de mobiliser et de renforcer les journalistes dans les exigences d'éthique, de déontologie, de pratiques professionnelles qui leur permettent justement de déjouer tous les projets de manipulation que peuvent avoir les uns et les autres. On va parler bien évidemment du contenu du séminaire d'un moment à l'autre, mais il faut parler aussi de ces réseaux sociaux, ce contexte qui en rajoute, les réseaux sociaux où passe un flot d'informations et même de désinformations.
C'est tout à fait exact. Et je pense que l'Afrique a connu des crises. Et la crise sahélienne, sa particularité, c'est aussi qu'elle intervient dans cette sorte d'ivresse des réseaux sociaux où voilà, n'importe qui peut se lever, poster une information sur un réseau social, ça, je ne citerai aucun, mais peut prendre une information qu'il n'a pas vérifiée. On a même vu des cas de manipulation. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un a mis dans un pays de la sous-région une information disant que les ressortissants de ses compatriotes étaient maltraités dans un autre pays parce qu'ils sont des migrants, alors que les images ne concernaient pas ce dont il parlait. Mais cette publication a tout de suite eu un effet, puisque les ressortissants du pays concerné ont été victimes d'une chasse à l'homme et il y en a eu même de morts parmi eux. Et je donne cet exemple pour montrer jusqu'où, dans ce contexte aujourd'hui où les réseaux sociaux ont pris la primauté et où malheureusement les gens n'ont pas bénéficié d'une éducation à l'usage des réseaux sociaux. Donc ce qui est posté sur les réseaux sociaux leur paraît être juste et ils peuvent être abusés. Et ça, c'est un défi en plus même du travail que les journalistes peuvent faire, même si on réussissait à imposer et à obtenir que les journalistes fassent le travail dans les règles déontologiques, éthiques et professionnelles, il nous restera les défis de l'usage des réseaux sociaux par les populations et aussi l'abus que peut se construire au niveau des réseaux sociaux. Vous parlez de règles déontologiques et autres, mais en fait, dans l'absolu, quel genre de comportement est-ce que le contexte, ce nouveau contexte implique de la part des journalistes et des médias? Et ça implique un deuxième, troisième, peut-être même un quatrième degré de vigilance. Vous savez, dans la profession, il est dit que vous ne pouvez publier qu'une information que lorsque elle émane de plusieurs sources, lorsque vous l'avez recoupée au moins 2, 3, 4 fois. Et je pense que dans le contexte aujourd'hui, aucune légèreté ne peut être acceptée de la part des médias parce que si les médias commettent des erreurs, ça peut enflammer la situation et ça peut créer à des situations de représailles ou à des situations. Donc, on ne peut pas aujourd'hui se permettre de reprendre une information d'une seule source ou on ne peut pas aujourd'hui se permettre de publier une information que l'on n'a pas vérifiée. Or, il se trouve que, justement, souvent, dans certains cas, on a pu se retrouver dans cette situation. Donc, c'est pour ça que l'appel aux règles éthiques, déontologiques et professionnelles est nécessaire. Et je pense qu'une charte même, des guides, des guidelines, pour que dans les rédactions, on puisse faire ce travail avec la meilleure efficacité. Parce que au-delà de la fausse information, c'est l'implication qu'elle peut avoir. Lorsque la fausse information est publiée, elle peut conduire à des représailles, elle peut conduire à des morts d'hommes. Et je pense que ça, ce n'est pas acceptable pour des journalistes professionnels. Le rôle des médias dans la gestion des crises au Sahel, la réflexion a donc été suscitée par l'IMP, l'école de maintien de la paix, et ses partenaires se retrouver à ce niveau pour en parler avec d'éminents journalistes, des militaires. Quel est l'intérêt selon vous? Oui, je pense que c'est plus que intéressant parce que pour avoir participé à ces travaux, j'ai été impressionné par la liberté de ton et la qualité des débats. Aucune question n'a été taboue. On a pu mettre ensemble des militaires qui ont dit ce qu'ils reprochaient aux journalistes. On a pu mettre ensemble des journalistes qui ont dit ce qu'ils reprochent un peu dans leur activité, les difficultés d'accès aux sources. Et en faisant cela, je pense qu'on a fait une avancée significative. Et ce séminaire vraiment aura eu pour moi une très grande utilité, comme je l'ai dit, à la fois par le contenu, la qualité des participants et les résolutions qui vont en sortir. Parce que maintenant, le défi, après, au-delà de la qualité des résolutions et des recommandations, c'est aussi le suivi, comment on va opérationnaliser. Mais globalement, vraiment, ça a été un espace. Et tous les journalistes qui étaient présents et tous les acteurs qui étaient présents, des forces de défense et de sécurité, ont dit « Nous avons besoin de ce type d'espace où nous pouvons nous parler. Franchement, et chacun dise, entre guillemets, ce qu'il a sur le cœur, et qu'ensemble, on peut voir, puisque ce qu'on oublie souvent, c'est que les médias professionnels, en tout cas, et les forces de défense et de sécurité, sont tous au service de la population, du bien-être et de l'intérêt général. Entre ces médias, donc, ces armées, disons, les armées, disons, réputées être de grandes miettes, et les médias, quand même, qui sont toujours en quête de l'information, est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible d'avancer ensemble? Absolument. Et moi-même, j'ai eu l'opportunité de présenter un cas d'école, puisque en tant que spécialiste de Boko Haram, j'ai pu
être embarqué par les forces armées nigériennes dans une patrouille où ils ont fait leur travail, je fais le mien. J'ai pu présenter cette expérience et nous avons discuté. C'est vrai que le temps médiatique et le temps institutionnel ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai besoin, j'avais travaillé dans une agence de presse pendant 13 ans, j'ai besoin de publier mon information le jour même. Mon aîné, le colonel Dambélé, de la DIRPA, a besoin de valider l'information. Par le terrain d'abord, la région, la hiérarchie, etc. Son temps n'est pas le mien. Donc, maintenant, est-ce que son temps et le mien ne peuvent pas se croiser? C'était tout ça l'enjeu de discussion. Et une des recommandations du séminaire a été justement comment on peut raccourcir le délai de validation pour que, à défaut, parce que ce qu'on a retenu, c'est que il n'y a pas l'information, ça crée la désinformation. Quand la bonne information n'est pas là, c'est la fausse information qui prend le temps. Donc, comment faire vite pour que la bonne information puisse être traitée? Et à mon avis, il y a des possibilités que le temps médiatique et le temps des institutions puissent se croiser et qu'on puisse trouver un délai qui soit acceptable et qui puisse permettre à chacun. Parce qu'il n'y a pas d'urgence pour les médias non plus à publier une fausse information. En disant, bon, puisque les sources officielles n'ont pas encore publié, moi je publie quand même mon information. Je ne pense pas que ce soit la meilleure démarche parce que cette information... Monsieur Abba, quand on a recoupé quand même entre journalistes, quand on a recoupé plusieurs fois déjà, on peut publier, non? Absolument, moi je pense que quand on a recoupé plusieurs fois, on peut publier. Et c'est pour ça que nous avions recommandé de dire que même s'il n'y a pas un bilan définitif, on peut quand même donner un bilan provisoire, confirmer la nature de l'incident qu'il y a eu, et puis par la suite, s'il y a besoin, revenir pour le prolonger. À mon avis, il y a là aussi des possibilités. Il y a une autre question qui est revenue dans nos discussions, c'est la question du secret. Est-ce que tout ce qui touche les forces de défense et de sécurité relève du secret? Et on est presque tombé d'accord au cours du séminaire qu'il y a des aspects opérationnels qui relèvent du secret, et même un journaliste responsable, même s'il a connaissance, il ne peut pas donner. Et on a vraiment étudié des cas précis où, voilà, que si on publiait cette information, ça pourrait avoir des conséquences dommageables sur le caractère opérationnel. Et à mon avis, un journaliste professionnel n'a pas besoin qu'on lui dise de ne pas publier. Lui-même, il sait que ça peut avoir des conséquences sur la vie des gens qui sont engagés, sur des unités, et en ce moment, il n'accepterait pas de la publier. Vous espérez un impact sur les relations désormais entre la presse et les médias dans ce cadre dans nos pays? Oui, absolument. Il y a eu, à mon avis, nous sommes tous des ambassadeurs de ces séminaires. Il faut que, une fois rentrés dans les pays, qu'on puisse expliquer. Et il faut même, à mon avis, qu'on essaie de convaincre les autorités militaires et civiles de nos pays de faire le même type de séminaire pour mettre ensemble les forces de défense et de sécurité, pour faire estomper des préjugés. Il y a beaucoup de choses que, lors des discussions, nous avons eu qui relèvent plus des préjugés, de l'incompréhension que de l'impossibilité de travailler ensemble. Et c'est pour cette raison que ces séminaires-là doivent avoir un écho dans nos pays et doivent avoir un écho dans nos rédactions. Et je donne un exemple très concret. Le colonel Dambélé a fait le colonel-major Souleymane Dambélé a fait une présentation, et après sa présentation, quelqu'un qui était là lui a demandé, mais pourquoi vous invitez certaines catégories de journalistes et vous n'invitez pas certaines catégories? Est-ce que ce n'est pas de la législation? Il a apporté une réponse qui a convaincu le confrère. Si on n'avait pas créé cette occasion, les gens continueraient à penser qu'on fait des tris. Celui-là, on pense qu'il est bien, on le prend. Celui-là, on pense qu'il n'est pas bien, on ne le prend pas. Alors que l'explication qu'il a donnée faisait sens. Donc c'est cet espace que nous avons su créer au cours de ces séminaires qui a permis vraiment de faire cette avancée. Il y a d'autres cas, à mon avis, qui prouvent que ce séminaire a eu non seulement de l'utilité, mais qu'il peut même, et il a contribué à améliorer l'intercompréhension entre les forces de défense et de sécurité et les journalistes. Vous êtes donc écrivain Sidi Kaba. Parmi les ouvrages que vous avez publiés, le livre Mali Sahel, notre Afghanistan en nous, publié en 2022, vous mettez en évidence les limites des interventions extérieures. Est-ce que les derniers développements au Mali vous confortent un peu dans votre analyse? Mais bien sûr, absolument. D'abord parce que j'ai fait cette comparaison parce que
le projet tel qu'il a été développé en disant qu'on va contenir le terrorisme, empêcher le terrorisme, a complètement échoué. Puisque au début, il n'y avait que le nord, c'est puis le nord, le centre et maintenant toute l'Afrique de l'Ouest, etc. En dépit des forces qui ont été apportées, ça n'a pas permis de contenir l'avancée du terrorisme. Et le paradigme qui était apporté, celui de penser que cette insécurité au Sahel était une question purement militaire et sécuritaire et qu'on allait écraser comme ça parce qu'on a des drones, parce qu'on a d'autres éléments. Tout cela a fait que ça n'a pas prospéré. Et aujourd'hui, voilà, on voit que la situation, les forces armées maliennes, par leurs propres moyens, ont réussi à asseoir, à reconquérir l'intégrité du territoire national. Et aujourd'hui, à mon avis, cette nouvelle donne au Mali peut permettre de mieux lutter contre le terrorisme au Sahel, dans l'ensemble du Sahel, au-delà du Mali. Parce que pendant longtemps, le statut de Kidal faisait que les gens pouvaient même se cacher, pouvaient faire ce qu'ils voulaient et se cacher dans la région de Kidal, qui était dans une sorte de no man's land où les gens allaient, venaient, on ne sait pas qui administre quoi, et ça n'a pas aidé justement à la lutte contre le terrorisme, à la fois au Mali et dans le reste du Sahel. Et aujourd'hui, moi je pense, comme je l'ai dit, que la réponse aux défis sécuritaires ne peut être portée que par les Sahéliens qui peuvent, eux, faire le sacrifice de leur vie. Les forces étrangères, quand elles viennent, quand il y a un décès ou deux décès, vous savez, toute l'émotion que ça crée là-bas et tout ça fait qu'ils sont dans une stratégie de zéro mort. On ne peut pas faire une guerre contre le terrorisme dans une stratégie de zéro mort. Et à mon avis, aujourd'hui, nous avons une fenêtre d'opportunité qui vont permettre de construire une réponse régionale sahélienne à la crise sahélienne. Et ce dont le Mali a surtout douté et contre lequel le Mali a protesté, c'est surtout ce qu'il considère comme la non-sincérité de ces acteurs extérieurs. Est-ce que vous avez vu la chose sous cet angle aussi? Les acteurs extérieurs avaient une stratégie qui n'était pas suffisamment intégrée aux stratégies nationales. Vous savez, il a fallu 2022, il a fallu le départ des forces françaises du Mali pour que la France dise que nous allons faire maintenant un partenariat de combat. Parce que jusqu'à 2022, ce que la France faisait, c'est qu'elle faisait sa guerre à côté de la guerre de nos États. Elle n'était pas dans la même stratégie. Et souvent, j'ai le souvenir qu'au Burkina, il y a eu un grave incident parce que les aéronefs français décollaient et atterrissaient sans que leurs homologues des pays concernés ne soient d'accord. Donc, si on vient faire une démarche de cette nature, il faut qu'elle soit intégrée, il faut qu'elle soit associée. Et ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Et à mon avis, ça participe même de l'absence de résultats parce que on n'a pas, la France, même les États-Unis aujourd'hui, ont fait leur guerre à côté de guerres de nos pays, à côté de nos armées nationales et non avec nos armées nationales. Et si on fait comme ça ne peut pas donner plus de résultats que ce qu'on a vu. Exit donc Barkhane, exit la MINUSMA, le Mali, le Niger, le Burkina Faso se mettent ensemble, ils créent cette alliance des États du Sahel. Vous avez parlé en son temps d'OTAN du Sahel, beaucoup y voient un nouveau chapitre dans la lutte contre le terrorisme dans cette zone. Je suis persuadé que c'est une nouvelle page que ces pays se préparent à écrire et il faut les soutenir pour qu'on puisse obtenir des résultats, pour des raisons que je vais avancer. Premièrement, c'était illusoire ce que les gens ont voulu, les thèses que les gens ont voulu accréditer, disant par exemple que le Niger peut être résilient tout seul et que voilà, il faut aider le Niger tout seul. Il va construire sa résilience. Il n'y a pas de résilience du Niger sans celle du Mali et du Burkina. Parce que la menace est transnationale. Ceux qui attaquent le Mali se réfugient au Niger. Ceux qui attaquent le Niger se réfugient au Mali. Ceux qui attaquent le Burkina se réfugient au Niger. Donc, si on ne construit pas une réponse transnationale ensemble, on ne pouvait pas sortir. Et aujourd'hui, cette approche des États de l'Alliance du Sahel, qui peut être améliorée, qui peut être perfective, mais me semble être un bon socle sur lequel on peut travailler pour construire cette architecture, pour construire cette mutualisation dont on a besoin. Le Niger a peut-être des drones, le Mali a des forces terrestres aguerries, le Burkina. Donc, si on se met ensemble, on peut créer de la complémentarité dans cette lutte contre le terrorisme et obtenir plus de résultats. Maintenant, à côté de ça, je pense que, comme je dis souvent,
le défi sécuritaire au Sahel, il n'est pas que militaire et sécuritaire. Il y a aussi les aspects développement, les aspects cohésion sociale, les aspects bonne gouvernance et tout ça. L'Alliance des États du Sahel envisage de s'y consacrer et envisage d'obtenir des avancées là-dessus. Mais le G5 Sahel, justement, parlons-en, il a tenté la même chose sans succès. Le G5, il est mort aujourd'hui. Non, mais le G5 Sahel était dans une philosophie, à mon avis, un peu différente. Parce que si le G5 Sahel n'a pas prospéré aussi, c'est en partie parce qu'il était essentiellement adossé à la solidarité internationale. Tout son projet, le G5 Sahel avait un projet de déployer une force du G5 Sahel. Cette force n'a jamais été déployée parce que le G5 comptait sur la solidarité internationale, sur la charité même internationale. Et les gens, pour des raisons qui leur sont propres, quand quelqu'un veut vous donner, il vous donne quand il veut. Et peut-être même il va refuser de vous donner parce que vous avez refusé de suivre ce qu'il vous a demandé. Donc on le voit aujourd'hui avec l'Alliance des États du Sahel. On n'attend pas que les partenaires extérieurs viennent. Peut-être en chemin, si jamais ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose. Et cette démarche-là, qui est différente de celle du G5 Sahel, me semble être porteuse d'espoir. Parce que partout où on a vu, où les pays africains ont été capables de lutter contre le terrorisme ou de prendre en charge un problème, c'est parce qu'ils ont compté sur eux-mêmes. Et les États, l'Alliance des États du Sahel, est dans cette démarche, compter sur soi-même, compter sur ses maigres moyens. On n'a pas besoin que les moyens soient immenses, même s'ils sont maigres. Si on les met ensemble et si on compte sur ses propres moyens, on dit l'adage, aide-toi, le ciel t'aidera. Vous avez évoqué au passage quelques succès militaires quand même sur le terrain. Est-ce qu'il faut s'en réjouir déjà ou bien il est trop tôt de s'en réjouir? Non, il faut s'en réjouir parce que le succès militaire prépare les autres succès. Et le succès militaire, quand on dit que le problème n'est pas sécuritaire et militaire seulement, mais il faut, le sécuritaire et le militaire est le premier point. Parce que pour faire du développement, il faut que ça soit sécurisé. Et de ce point de vue, les succès militaires doivent être consolidés par les aspects de développement, la question holistique, la question de défis écologiques, toutes les questions d'adaptation au changement climatique. Mais le succès militaire ouvre la voie aux autres succès. C'est pour ça qu'il faut déjà le consolider avec un effort sur les autres aspects. Monsieur Abba, en matière d'intégration économique, vous avez dit qu'il n'y a pas que le militaire. En matière d'intégration économique, il y a eu cette conférence ministérielle de l'AES ici au Mali la semaine dernière. De nombreux chantiers sont annoncés en matière d'intégration économique. Est-ce qu'on a une base économique aussi solide que la base militaire qui peut exister entre ces trois pays? Oui, je crois que ces pays-là ont des atouts au plan économique sur lesquels on peut capitaliser. Le Niger est devenu producteur de pétrole. Le Niger va exporter 90 000 barils de pétrole par jour avec une production de 110 000 barils par jour actuellement. Donc 90 000, comme je dis, destinés à la circulation. Le Mali a une production aurifère importante. Le Burkina aussi est un pays minier. Donc il y a un socle économique sur lequel on peut capitaliser. À la fois, aujourd'hui, si le Niger pouvait fournir du carburant au Mali et au Burkina, ça réduirait la facture, leur facture énergétique. Et cette facture énergétique pourrait faire en sorte qu'on crée davantage d'emplois pour les jeunes. Parce qu'un des défis de la réponse sécuritaire, c'est la question de l'emploi des jeunes. Donc, si on réussit à construire un schéma économique qui, en nous basant sur les ressources que nous avons, les ressources minières et les ressources aussi naturelles que nous avons. Le Niger, le Burkina et le Mali sont des pays d'élevage. Nous avons des cheptels, si on s'organise ça, il y a quelque chose qui peut démarrer. Nous aurons besoin, sans doute parce que nous sommes des pays continentaux, nous aurons besoin de relations avec les autres pays, mais même sur le plan économique, il y a des choses que nous pouvons faire ensemble, il y a des choses que nous pouvons éviter. Et si jamais aujourd'hui le Niger, au lieu d'importer des choses dans les contrées lointaines, peut importer du Burkina Faso ou du Mali, et si inversement les autres pays peuvent importer du Niger, c'est déjà une avancée. Et c'est en cela que la démarche de l'Alliance paraît crédible. Le volet sécuritaire, à côté de ça, il y a le pilier économique sur lequel les pays peuvent capitaliser. Sans oublier les possibilités d'élargissement. Absolument. Et il est dit clairement dans la charte de création de l'Alliance des États du Sahel que si des pays partagent les points de vue, les principes fondamentaux,
de cette alliance-là, ils peuvent être associés et à mon avis, l'enjeu sera toujours, si on veut obtenir plus de résultats, d'élargir, puisque aujourd'hui, la menace sécuritaire au Sahel s'est déplacée du Sahel vers le pays du Golfe de Guinée, un pays comme le Togo, un pays comme le Bénin. Ces deux pays ont déjà été attaqués plusieurs fois. Il est dans leur intérêt que progressivement, en fonction de l'évolution de l'Alliance du Sahel, qu'ils rejoignent cette alliance pour qu'on puisse construire une réponse aux défis sécuritaires qui associent les États du Sahel et les États du Golfe de Guinée. Beaucoup pensent en même temps que la naissance de l'Alliance des États du Sahel est un éloignement en quelque sorte de la CEDEAO. Avez-vous la même grille de lecture aujourd'hui? Non, moi personnellement non. Je pense que la CEDEAO a échoué sur le plan sécuritaire à accompagner ses États membres. Et pendant longtemps, les pays du Sahel ont été laissés à leur sort par la CEDEAO en ce qui concerne la question sécuritaire. Ce n'est que sur le tard que la CEDEAO a organisé un sommet au cours duquel elle a considéré que la question sécuritaire était importante et a promis d'envoyer de l'argent. Si vous remarquez, même le principe de la solidarité n'a pas joué à l'intérieur de la CEDEAO en faveur des pays du Sahel. On a laissé le Mali faire sa guerre tout seul. Ensuite, on a laissé le Mali et le Niger et le Burkina faire leur guerre contre le Sahel tout seul. Même les moyens, la solidarité, en envoyant des munitions, en envoyant des blindés que les pays de la CEDEAO ont, qui ont souvent certaines armées très aguerries, on ne l'a pas fait. Donc, du coup, la CEDEAO ayant échoué sur le volet sécuritaire, voilà une organisation multinationale, une organisation transnationale qui veut apporter une réponse sur le plan sécuritaire. Il y a même un espace de complémentarité. Pendant que la CEDEAO continue son agenda économique d'intégration régionale, l'Alliance des États du Sahel peut apporter le volet sécuritaire. Et pour moi, ça peut être complémentaire puisqu'il n'y a rien à attendre de la CEDEAO au plan de la sécurité. La CEDEAO donc très critiquée pour sa gestion des crises au Mali, au Burkina Faso et plus récemment au Niger. Vous voyez vraiment un avenir pour cette organisation sur-régionale? À condition qu'elle se remette en cause. La CEDEAO, vous venez de le dire, a échoué au Niger. La CEDEAO, sa propre crédibilité est totalement entamée. La CEDEAO a dit que nous allons intervenir militairement au Niger, elle n'a pas été capable de faire ça. Donc elle n'a pas, même du point de vue de sa propre crédibilité. Ensuite, jusqu'ici, toutes les solutions qu'elle a proposées n'ont pas marché. Et d'ailleurs, souvent les crises apparaissent et la CEDEAO ne fait rien, c'est à la fin seulement. Aujourd'hui, si la CEDEAO veut continuer à exister et avoir de la crédibilité auprès des opinions publiques, il faut qu'elle se remonte en cause, qu'elle revoie son mode de fonctionnement et qu'elle soit une CEDEAO de peuple et non une CEDEAO avec capable d'être influencée par telle ou telle décision. Je rappelle, M. Abba, que vous êtes du Niger. Beaucoup estiment que la souveraineté de nos États se joue en ce moment avec cette nouvelle génération de leaders qui ne s'encombrent pas de complexes face à l'Occident. Est-ce que vous estimez que c'est véritablement un nouveau départ pour nous? Oui, absolument. Nous avons besoin de construire un nouveau type de relation avec nos partenaires. Et un nouveau type de relation qui soit des relations de considération. Nous sommes au Niger un pays producteur d'uranium. Mais je ne suis pas sûr que du fait des relations qu'on avait avec notre partenaire principal qui était la France, que nous ayons profité autant de l'uranium que la France. Je pense que l'uranium du Niger a profité plus à la France qu'au Niger. Et aujourd'hui, avec l'évolution du monde, ce type de relation où le rapport est totalement déséquilibré ne peut plus se faire. Il y a une multiplicité d'acteurs dans nos pays, il y a une nouvelle génération de dirigeants, il y a aussi une société civile vigilante qui ne peut pas accepter. Tout ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'écrire un nouveau chapitre de nos relations avec le reste du monde et à mon avis, il faut saisir cette opportunité pour que, quel que soit le partenaire, que nous soyons gagnants-gagnants, qu'on ne soit pas lésé par le partenariat, quel que soit le partenaire, et je pense que c'est quelque chose de très important. Et quel rôle pour les médias, surtout les médias publics, dans cette reconquête, on va dire, de la souveraineté? Oui, non, c'est absolument important dans l'explication, pour que les gens perçoivent mieux les enjeux qui se jouent, pour que les gens comprennent ce qu'on a à gagner dans ce nouveau partenariat, parce que certains peuvent être inquiets, certains peuvent penser qu'il n'y a pas de boussole, il n'y a pas d'orientation. C'est notre rôle de leur expliquer, de leur fournir les éléments de compréhension, de faire du décryptage, pas simplement de donner l'information pour qu'ils puissent percevoir ce qui se joue, les vrais enjeux, et qu'ils puissent aussi s'associer, qu'ils puissent aussi apporter leur soutien.
qu'ils puissent aussi s'approprier cette nouvelle ère et cette nouvelle démarche dans laquelle le souci principal étant que nous soyons gagnants-gagnants et que nos partenaires nous respectent autant qu'on les respecte. On va revenir aux enjeux de la lutte contre le terrorisme au Sahel, le Sahel dont vous êtes donc un spécialiste reconnu. Comment est-ce que vous voyez l'avenir en quelques mots de la lutte contre le terrorisme au Sahel? Non, je crois qu'avec la démarche de mutualisation qui est portée aujourd'hui par les États de l'Alliance du Sahel, avec la prise en compte du fait que la question n'est pas sécuritaire et militaire, et comme vous avez dit, le nouveau chapitre qu'on a ouvert, à mon avis, on pourra obtenir. Je ne dis pas tout de suite, mais moi, personnellement, je suis optimiste dans la démarche que nous pouvons avoir. Je ne crois pas à l'effondrement du Sahel, je ne crois pas à ces grandes théories en disant que les groupes djihadistes vont prendre l'ensemble des pays du Sahel. Je ne crois pas à cela et je suis tout à fait confiant sur la volonté de construire une réponse transnationale et je suis tout à fait confiant dans l'efficacité du partenariat qui est aujourd'hui en train de se mettre en place et qui, à mon avis, va être élargi à d'autres pays qui le voudront. Cette démarche, avec aussi toute la démarche ce qui concerne le volet développement, le volet cohésion sociale, vont nous permettre à terme de retrouver le Sahel, havre de paix que nous avions connu il n'y a pas si longtemps. Merci Sidi Kaba d'avoir répondu à nos questions. Ça a été un plaisir de venir à cette émission. Plaisir largement partagé. Encore une fois, merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur l'ORTM.